Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Pauline, une EndoGirl. Je vous accueille dans le podcast d'EndoBloom, la plateforme du LabAMI dédiée à l'endométriose, qui accompagne les femmes et leur entourage en recherche de réponses sur cette maladie chronique avec laquelle on doit apprendre à vivre au quotidien. Dans ce podcast, nous avons donné la parole aux soignants, ce que toute EndoGirl en errance de diagnostic souhaiterait rencontrer. À l'écoute, ouvert, empathique et surtout spécialistes du sujet. Ils nous racontent leur métier et leur point de vue sur la prise en charge de l'endométriose en France. Et nous espérons que cela vous apportera des clés pour mieux vivre avec cette maladie et l'envie de ne jamais rien lâcher. Et maintenant, bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Valérie Blanchet, sage-femme coordinatrice dans le Centre de médecine de la reproduction à l'hôpital Cochin à Paris. Bonjour Valérie et merci d'avoir accepté cet échange. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier et votre lien plus spécifique avec l'endométriose ? Bonjour, je suis ravie de participer aussi à cette interview. Donc effectivement, je travaille à l'hôpital Cochin, qui est un centre de référence pour traiter l'endométriose. Je travaille plus spécifiquement du côté de la prise en charge des patientes qui ont un projet d'enfant, mais au sens large, je voudrais dire également que les sages-femmes sont présentes dans le parcours des soins des patientes et on peut vraiment faire appel à une sage-femme dans un premier abord au cours d'une consultation gynécologique et chercher des informations et une prise en charge adaptée. Cette sage-femme pourra orienter vers des spécialistes si besoin. Alors justement, quel va être exactement le rôle de la sage-femme dans un éventuel diagnostic et dans le traitement ? Est-ce que vous pouvez nous le détailler un peu plus ? Donc cette sage-femme, elle va être un partenaire donc privilégié tout au long du parcours de la femme et au cours d'une consultation, quand une patiente va aller voir une sage-femme en cabinet, puisque les sages-femmes ont un travail de soins en gynécologie, au cours de cette consultation, il sera important d'interroger la jeune femme sur son histoire familiale, sur son adolescence et de faire un interrogatoire très minutieux pour rechercher les symptômes, les dysménorrhées, les dyspareunies, les douleurs pelviennes, etc. Et puis, ce qui va être très important, c'est de pouvoir raconter quand ces symptômes ont commencé, leur intensité, leur retentissement sur la vie quotidienne, parce que tous les signes, et puis tous les signes associés à ces symptômes, parce que l'endométriose, on sait que c'est une maladie qui peut être asymptomatique, mais qui aussi peut avoir des petits symptômes dont on ne pense pas sont forcément en rapport avec un problème gynécologique et puis ça traîne, et puis on vit avec ça, et puis les proches peuvent dire oh ben c'est normal, et puis il faut attendre et ça va passer avec l'âge. Mais non, c'est important de pouvoir en parler très vite, et la sage-femme est là pour vous écouter et vous orienter vers les spécialistes et les examens complémentaires qui vont permettre le diagnostic. Très bien. Et alors justement, dans le cadre de votre activité, quelle est la proportion de femmes atteintes d'endométriose qui vont venir vous consulter ? Alors, comme je l'ai dit, moi, puisque je consulte plus, on va dire, à la fin du parcours, puisque les femmes vont arriver avec ce désir d'enfant, femmes seules ou femmes en couple, elles ont... en ce moment, on entend pas mal parler de cette maladie. Donc, elles sont à la recherche d'un projet. Donc, elles vont s'interroger sur leur fertilité. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y a besoin d'abord traiter l'endométriose ou d'abord préserver sa fertilité en vue de traiter l'endométriose plus tard ? Donc, il y a tout un interrogatoire, un accompagnement, un appel à une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir répondre aux questions de ces patientes. Dans un autre domaine, dans un côté plus gynécologique, sans vraiment de projet d'enfant immédiat, il va falloir orienter la patiente vers
comment prendre en charge la douleur, quel traitement lui donner, est-ce qu'il faut vraiment l'orienter vers un gynécologue spécialisé, est-ce qu'il y a urgence ou pas à aller vers une préservation de la fertilité ou une demande de fécondation in vitro dans un projet d'enfant immédiat. Et alors, quelle est à votre avis, justement, l'importance d'aborder cette question de la préservation de la fertilité, notamment auprès de jeunes femmes qui sont pas forcément ou qui sont encore assez éloignées d'un projet bébé? Comment aborder le sujet sans les brusquer dans le cadre d'une endométriose et à quel point c'est important pour vous? Eh bien, on sait que 40% environ des patientes ou des femmes atteintes d'endométriose et en âge de procréer vont être confrontées à une infertilité. Donc c'est important d'en parler, c'est surtout si elles sont à un stade où la douleur est vraiment très prégnante et les a vraiment gênées pendant plusieurs années et où on a envie de se débarrasser de cette douleur et forcément envie d'aller vers la chirurgie parce que la chirurgie, c'est vrai que ça va être le moyen de régler beaucoup de problèmes de douleur. Mais simplement, on sait aussi que la chirurgie peut avoir des effets néfastes sur la réserve ovarienne, surtout si on est obligé de, d'opérer des endométriomes, mais ça peut altérer la fertilité. Donc, ça va être important de pouvoir faire la part des choses et selon la degré de l'atteinte de l'endométriose, savoir s'il faut d'abord faire une prise en charge en chirurgie ou d'abord faire une prise en charge en assistance médicale à la procréation. Et si le désir d'enfant n'est pas là immédiat tout de suite, la préservation de la fertilité et de mettre entre guillemets en banque des ovocytes est un moyen très important et efficace de pouvoir se mettre de côté quelque chose, pas forcément utiliser ses ovocytes plus tard, mais savoir que on a quelque chose, on a des ovocytes quelque part dans un sécos et si un jour on a besoin et qu'on a un projet d'enfant dans 2 ans, 3 ans, 4 ans et que naturellement cet enfant ne vient pas, on sait qu'on a des ovocytes qui ont été mis de côté. Merci. Alors, on sait que la maladie s'exprime très différemment selon l'âge, les femmes, etc. Mais est-ce que dans toutes les femmes que vous recevez, vous avez un peu identifié un profil type ou en tout cas des marqueurs communs à toutes? Alors, ces femmes, alors, des marqueurs communs. On peut dire que c'est des femmes en souffrance, c'est des femmes qui expriment d'avoir eu des douleurs de règles invalidantes qui ont pu les empêcher d'aller à l'école, de travailler normalement, de s'absenter, d'avoir l'impression d'être mal comprise parce que tout ce côté tabou autour des règles, ah ben c'est normal, tu as des règles, donc forcément tu as mal, Mmh. ça va passer. Après, ça peut aller, quand ça peut aller jusqu'à des malaises et avec l'envie de rester prostré chez soi et c'est quelque chose de, c'est souvent ce que racontent les patientes, des gènes urinaires et des gènes intestinales qui peuvent être aussi très présentes avec parfois des rectoragies. Euh, Ça peut aller très loin et puis souvent je pense que il peut se passer, et c'est connu, plusieurs années avant de vraiment savoir quel est le spécialiste qu'il faut aller voir. Parce que si on a souvent des problèmes urinaires, on a tendance à aller voir quelqu'un qui va s'occuper de ses problèmes urinaires sans penser que, en fait, cette atteinte urinaire est liée à une endométriose. Et de la même façon, quand c'est les atteintes digestives. Donc, je pense que toutes ces femmes sont un peu perdues c'est une vraie errance vers plein de personnes, des professionnels qui vont avoir parfois un discours complètement différent. Et c'est là où c'est important peut-être de pouvoir, et je pense que c'est ce qui est en train de se faire, mettre en place vraiment des centres de référence où les patientes pourront, dans un même centre, rencontrer ces différents professionnels dans un même lieu et pouvoir avoir accès à ce qui peuvent les soulager parce que
des séances de relaxation, de la diététique, des prises en charge psychologiques, de la sophrologie, de l'acupuncture, de l'ostéopathie peuvent aussi améliorer la qualité de vie. Alors justement, vous avez devancé ma question qui est, on parle beaucoup des thérapies complémentaires et la plupart des endogirls dans leur parcours, même si on les y oriente pas forcément spontanément, se rendent compte que toutes ces thérapies les aident vraiment au quotidien. Donc vous les recommandez et vous trouvez même que c'est pertinent que des centres développent un peu cette pluridisciplinarité. Je pense que les médecins, les gynécologues, les chirurgiens, en écoutant, rien qu'en écoutant les patientes, se sont aperçus elles rencontraient, dans toutes ces thérapies annexes, un bien-être et ça les aidait dans leur vie quotidienne. Ça peut marcher chez l'une et pas marcher chez l'autre, mais je pense que c'est important En fait, je crois que ces femmes ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Mmh, Et ont un besoin global, en fait. mmh, C'est pas un besoin que médical, spécialiste, un chirurgien qui va couper et puis qui va, en fait, faire une bien énorme sûr. chirurgie qui va être très compliquée à vivre après. Donc, c'est important d'être entouré et c'est bien connu que toutes les pratiques de sophro, yoga, acupuncture et ostéopathie sont des pratiques qui sont pour le bien-être et on a besoin de bien-être. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et alors, je sais que vous pratiquez l'aide médico-psychologique. Quel est le rôle de la sage-femme dans cette aide et à quel point ça peut être aussi un accompagnement pour les femmes atteintes d'endométriose? C'est tout simplement d'être à l'écoute des patientes, d'être disponible, de ne pas minimiser la douleur ou le mal-être. Et, euh, et ça fait partie de notre formation. Euh, on a été formé comme ça parce qu'on sait qu'une femme, dans n'importe quelle situation, peut avoir des souffrances et que c'est important de les écouter et qu'en les écoutant, on arrive à, à mieux les maîtriser et, euh, et à faire en sorte, non pas de vivre avec, mais justement, à les maîtriser, à les reconnaître et à avoir des actions avec soit une relaxation, soit une méditation, soit un comportement, une position physique qui fait en sorte que cette peut être amoindrie. Alors, vous en avez parlé à diverses reprises, mais finalement, votre boîte à outils pour soulager les patientes, si on la résumait, en quoi ça consiste? Pour soulager et accompagner d'ailleurs. Ben, je pense que bon, l'information est vraiment importante et l'orientation vers les spécialistes. Je veux dire, c'est vrai qu'il faut essayer, c'est même plus qu'essayer, il faut faire en sorte d'éviter que les patientes errent et ne soient pas bien prises en charge par des gens qui connaissent bien l'endométriose. Et donc maintenant, on sait que les gynécologues sont formés à ça. Il y a des gynécologues formés à ça, il y a des échographistes bien formés à ça et des chirurgiens. Donc ça, c'est indispensable. On ne peut plus à l'heure actuelle laisser errer les patientes, dire voilà. Donc ça, c'est indiscutable. Maintenant, comme on sait que ça peut devenir une pathologie lourde, il faut pouvoir aussi proposer un accompagnement autour pour que les choses soient plus douces, parce que la vie quotidienne pour une femme qui souffre d'endométriose peut être vraiment insupportable et ça ne doit plus exister. Donc il faut les prendre en charge. Tout à fait. Et alors, on a parlé de préservation de la fertilité, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail en quoi ça consiste, ce parcours pour préserver sa fertilité et éventuellement la favoriser? Favoriser la fertilité, on ne peut pas vraiment dire qu'on favorise la fertilité. La préservation de la fertilité, en fait, une femme va se présenter dans un centre d'assistance médicale à la procréation et va rencontrer donc plusieurs intervenants, un gynécologue, un biologiste, une sage-femme, un psychologue,
pour raconter comment va se passer cette prise en charge. En fait, on va faire une stimulation ovarienne pour pouvoir récolter plusieurs ovocytes lors d'une ponction d'ovocytes. Ce traitement, c'est un traitement hormonal qui se fait par des injections sous-cutanées et qui dure entre 8 et 12 jours. Donc 8 à 12 jours de piqûres sous-cutanées afin d'obtenir plusieurs ovocytes qui sont déjà sur les ovaires. En fait, dans un cycle naturel, il y a un seul ovocyte qui mûrit. Là, grâce aux hormones qu'on va injecter à la patiente, il va y avoir 9, 10, 15 ovocytes qui vont mûrir et c'est ces ovocytes qu'on va récolter et qu'on va garder donc dans une banque, qu'on va vitrifier, qu'on va garder en banque et qui peuvent se garder plusieurs années. Voilà, ça c'est la préservation ovocytaire et c'est quelque chose qui se fait maintenant de manière assez courante. Ça s'est fait jusqu'à présent dans tout cadre de maladies gynécologiques et l'endométriose était une maladie gynécologique. Et ça s'est ouvert maintenant même pour des raisons non médicales. C'est cadré par la loi et c'est vraiment mis en place dans des centres spécialisés. D'accord, merci. Et alors, je reviens au public un peu plus jeune et notamment aux jeunes femmes, parce qu'on n'a pas forcément la même manière de les accompagner et de les traiter. En première instance, on donne souvent des traitements hormonaux qui sont assez variés. Qu'est-ce que vous en pensez de cette approche-là? Et est-ce que c'est recommandé pour des jeunes femmes atteintes d'endométriose? Je pense que oui, c'est recommandé parce que ces traitements hormonaux permettent de diminuer la douleur et c'est ce qui est le plus important et ça peut calmer la progression de l'endométriose. Ça n'empêche pas qu'il faut se faire suivre régulièrement par le gynécologue qui a pu prescrire cette pilule et faire des examens tels que échographie ou IRM pour voir s'il y a une évolution de cette endométriose ou pas. On ne peut pas laisser la femme souffrir sans lui donner un traitement pour diminuer ses douleurs. D'accord. Et alors, plus généralement, même si on l'a aussi un petit peu abordé, quel constat faites-vous sur la prise en charge de l'endométriose en France, au vu de vos consultations et de vos années d'expérience? Il est force de constater que jusqu'à présent, et j'espère que les choses vont changer, cette pathologie n'était pas bien prise en charge puisque le diagnostic de cette maladie se fait généralement au bout de 6, 7, 8 ans. Donc c'est sûr que ce n'était pas bien pris en charge jusqu'à présent. Il y a eu une grosse campagne d'information sur l'endométriose qui a été mise en place par le ministère de la Santé. J'espère que grâce à cette campagne, les professionnels de santé, parce que c'est aussi les professionnels de santé qui sont responsables de ça, que les femmes vont être mieux prises en charge et que les femmes vont oser parler de leurs premiers symptômes pour qu'ils soient pris en charge le plus tôt possible. Et en ce qui concerne le métier de sage-femme, aujourd'hui, est-ce que l'endométriose est enseignée? Et sinon, à quel point ça devrait l'être? C'est probablement pas suffisamment enseigné et c'est aussi pour ça que le ministère de la Santé a fait cette campagne. C'était non pas seulement pour toucher les patientes et les informer sur l'endométriose, mais aussi, et on le sait bien, informer les professionnels de santé et faire en sorte que ça puisse faire partie d'une formation initiale de manière très importante. Et donc les choses se modifient, on le sait, très lentement, mais malgré tout, il faut espérer que grâce à tout ce qui est mis en place au niveau étudiant et dans les écoles de sages-femmes ou dans les écoles de médecine, on puisse maintenant
avoir des cours plus spécifiques et je pense que ça va fonctionner. Et la sensibilisation est en train de se faire. Espérons en tout cas, effectivement. Et alors, je reviens sur le centre de la reproduction dans lequel vous recevez donc notamment des femmes atteintes d'endométriose. Et je trouve que quand on a de l'endométriose, on nous fait souvent très peur avec ce risque d'infertilité qui est réel, mais pas pour toutes les femmes. Et souvent, à quel point le fait d'être accompagnée permet finalement de réaliser son désir de maternité. Est-ce que je ne sais pas si vous avez des chiffres précis à me donner, mais en tout cas, globalement, est-ce que ça marche? Ce serait aussi pour donner un message d'espoir et rassurer sur ce sujet qui est, je trouve, très anxiogène pour les femmes, en plus de la maladie. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche la grossesse naturelle ou est-ce que ça marche la fécondation in vitro? La fécondation in vitro, globalement, la plupart des femmes atteintes d'endométriose qui viennent vous voir, est-ce qu'elles ressortent gagnantes de ces procédés-là ou pas? Tout à fait. La fécondation, le degré d'atteinte de l'endométriose n'est pas en rapport avec le pourcentage de réussite. Donc, c'est entre guillemets, c'est pas un traitement la fécondation in vitro, mais enfin le désir, une femme atteinte d'endométriose qui, au bout d'un an ou deux, ne voit pas son projet d'enfant aboutir, a toutes les chances de le voir aboutir grâce à la fécondation in vitro. Ça, c'est un message important à faire passer. Et pour finir sur une note positive, est-ce que vous avez un conseil, une bonne pratique à donner aux femmes qui nous écouteront? La bonne pratique, c'est de ne pas se laisser berner et attendre avant de consulter. Je pense que toute douleur de règle n'est pas forcément de l'endométriose. C'est quand même aussi important. Et donc, c'est important d'aller voir une sage-femme en ville ou d'aller voir un gynécologue pour se faire examiner. Combien de jeunes femmes ne sont pas allées chez le gynécologue avant 30 ans ou 32 ans et pensent que c'est pas important? Je pense que c'est important. Je sais pas, j'aurais pas d'âge à donner, je sais pas si c'est 18, 20 ans, 22 ans, mais enfin, le gynécologue ou la sage-femme sont les professionnels de santé qui s'occupent des femmes, ils sont là pour vous écouter, et là, c'est important d'aller aussi les voir tôt et de pouvoir s'informer, se faire entendre, se faire coucouner et suivre. Et voilà ce qu'il faut faire dès qu'on est une jeune femme. Et puis c'est comme ça qu'on pourra prendre en charge plus vite cette pathologie qui peut devenir, et on le sait, très très invalidante. Merci beaucoup Valérie pour ces éclairages et pour un message qui, je trouve, a de la douceur et ça fait du bien parce qu'effectivement, quand on a de l'endométriose, je pense qu'on en a besoin. Oui, c'est important et c'est vrai qu'à force de travailler dans ce centre réputé qui traite l'endométriose, mais qui au départ était vraiment réputé du côté chirurgie, je pense que les chirurgiens se sont aperçu qu'il y avait un rôle et une importance dans cette prise en charge grâce à la préservation de la fertilité ou à la fécondation in vitro, et que tout le monde dans le service est complètement de cœur avec les patientes et on a appris à les écouter, à ne plus, entre guillemets, c'est pas qu'on les maltraitait, mais à vraiment les écouter, ces patientes. Et c'est vrai que en entendant leur histoire, il y a des histoires qui sont terribles, mais il y a des très belles histoires aussi de femmes qui sont contentes d'avoir fait ce parcours ou de préservation ou de fécondation in vitro et de voir un projet positif. Et je terminerai là-dessus parce que la note positive, elle est vraiment importante. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. J'espère que cet échange vous a aidé à y voir plus clair et à trouver des pistes pour mieux comprendre et appréhender l'endométriose. Retrouvez d'autres témoignages et partages d'expertise pour mieux vivre avec l'endométriose sur le site endobloom.fr. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes.